La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! Le champ d'action de la naturopathie, c'est avant tout la prévention. Nous cherchons à agir sur le terrain, en amont, grâce à des mesures d'hygiène de vie adaptées à chacun. Et s'il est un moment dans la vie particulièrement propice à la prévention, c'est bien l'enfance. Dès les premières années se construisent les habitudes qui accompagneront nos enfants tout au long de leur vie. Alimentation, sommeil, rapport aux émotions, au mouvement et au stress, autant de piliers qui influencent durablement la santé future de nos enfants. Et quand je dis nos enfants, je ne parle pas seulement de nos enfants biologiques, l'humanité étant une et indivisible. Seulement, lorsque l'on est parent, il n'est pas toujours simple de savoir quoi mettre en place. Entre la multitude d'informations disponibles et parfois contradictoires, le manque de temps, la fatigue du quotidien et les besoins spécifiques de chaque enfant, on peut parfois se sentir dépassé, voire démuni, et c'est bien légitime. Et pour accompagner les familles dans cette démarche, le naturopathe est là. Mais attention, il ne s'agit pas de traiter l'enfant comme un adulte miniature, mais plutôt comme un adulte en construction, en devenir. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, naturopathes et engagés dans ce domaine, Nina Bossard, présidente et fondatrice de l'association Naturopathie Enfants, et Mélanie Manuel, trésorière de cette association. Ensemble, nous allons explorer ce qui rend l'accompagnement des enfants si particulier, comprendre ce que la naturopathie peut apporter aux familles et découvrir pourquoi il est essentiel de consulter un professionnel formé aux spécificités de l'enfance. Bonjour Nina, bonjour Mélanie. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir dans le podcast, donc bienvenue à vous deux. Merci et merci de nous laisser porter la voix de la naturopathie de l'enfant ici. C'est un plaisir et merci pour cette super intro qui colle parfaitement à nos convictions et à nos valeurs. Trop chouette. Merci beaucoup à toi. Avec joie. Alors, pour commencer, on a tout un petit peu des parcours différents et j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a poussé personnellement chacune à vous intéresser spécifiquement à la naturopathie de l'enfant? Oui, c'est une bonne question. Ça, c'est évidemment le point de départ de l'aventure et du aussi pourquoi notre association aujourd'hui. J'avoue que moi, j'ai pas mal voyagé à l'étranger et j'ai vite été sensibilisée aux différentes cultures, aux différentes manières d'entrevoir l'enfant. C'est quelque chose qui m'a touchée assez rapidement lorsque j'ai voyagé et je crois que ça m'a ouvert l'esprit sur ce qu'était l'enfant, qui est l'enfant à la base. Donc, quand je suis revenue en France et que je me suis formée à la naturo, j'étais pas encore maman à l'époque, mais j'avais vraiment cette envie d'accompagner l'enfant. Et l'enfant, comme tu l'as très bien dit, c'est aussi le monde de demain, c'est l'adulte en devenir, c'est une société tout entière au-delà de nos propres enfants. Et je crois que profondément, quelque chose qui pousse à l'intérieur de moi, c'est l'envie d'accompagner comme un petit colibri à ma petite échelle, mais d'accompagner aussi cette transition vers un monde meilleur demain, avec des enfants qui vont pousser, croître et se développer de manière super harmonieuse pour l'avenir. Donc c'est vraiment ça qui pousse à la base. Et puis, quand je me suis installée à l'époque en tant que naturopathe, je suis arrivée dans un centre de santé intégrative où il y avait un pôle enfant. Il y avait des psychomotes, il y avait des ergothérapeutes, on avait différents corps de métier autour de l'enfant. Et quand je me suis installée, j'ai vu aussi les carences que moi j'avais en tant que naturopathe, alors que j'avais une formation sérieuse de naturo. Et je me suis dit, en fait, je sais pas faire, l'enfant, il me manque plein de billes. Et ça a été vraiment un point de démarrage aussi, à aller chercher de l'info, à construire de la matière, pour vraiment comprendre comment fonctionnait l'enfant. Et je crois que ça a été vraiment le catalyseur, là, le propulseur pour me former, puis me consacrer à la naturopathie de l'enfant, avec cette envie profonde de mieux le comprendre pour mieux l'accompagner, en fait. Voilà. Donc, il y a ces deux choses.
rencontre des différentes cultures et en même temps, dans ma profession, me dire: «Je suis pas super équipée, faut que j'aille approfondir. Comment il fonctionne ce petit être? C'est quoi sa biologie? C'est quoi ses besoins psychiques? Comment il se construit?» Et voilà, ça a été, grande porte ouverte. Ouais. Et donc c'était à la fois, un désir, profond et tu as rencontré une opportunité de la vie qui t'a, à nouveau mise, sur le chemin de l'enfant. Ouais, Et je suis tout à fait d'accord avec toi quand on dit, que quand tu t'occupes des enfants, bah, quelque part, tu as l'impression d'œuvrer pour un monde meilleur parce que, bah, ce sont les adultes de demain et on voit tellement aujourd'hui, bah, que ce soit à la fois au niveau santé physiologique, mais aussi émotionnel, je pense qu'on peut aller jusqu'à le dire, mais les carences des gens, en fait, à quel point ils sont mal bien sûr. et on se dit: s'il y a des choses qu'ils avaient eu la chance d'apprendre dès leur enfance, probablement qu'on n'en serait pas là et que les relations entre les gens seraient meilleures et qu'on vivrait dans un monde meilleur. Complètement, tout à fait d'accord. Je te rejoins à 100. Et c'est un super projet enthousiasmant que d'œuvrer, pour ça, en fait. Indépendamment du fait que c'est un immense plaisir d'être, aux côtés des enfants, On est d'accord. et de travailler Oui. avec eux. Et pour toi, Mélanie? Alors, bah, moi, je me suis formée à la naturopathie il y a 6 ans maintenant et quand je suis sortie, d'école, j'ai eu, mon premier enfant. Je suis maman de 2 jeunes enfants qui ont 4 et 2 ans et du coup, j'avais, déjà, plusieurs, armes, en tout cas plusieurs outils dans mon sac à dos, de naturopathe et pour autant, je me suis quand même retrouvée assez vite démunie. Déjà en tant que maman et je l'ai très vite compris aussi, en cabinet quand j'ai eu, mes premiers petits clients et donc du coup, j'ai eu à cœur d'approfondir, ma formation, par, la formation en naturopathie de l'enfant et voilà, je trouve ça tellement chouette de pouvoir, semer des graines, qui germent très vite sur le terrain de l'enfant, pour les accompagner et puis je vous rejoins sur, quand vous disiez, souvent, quand on entend les enfants regarder les enfants et dire: «Ah mais qu'est-ce qu'ils sont éveillés maintenant!» Il y a quand même cette évolution aussi de la société qui fait qu'on doit aussi s'adapter à l'enfant d'aujourd'hui et du coup, bah, je trouve que c'est riche aussi dans les consultations, de naturopathie et de pouvoir, s'adapter, à ce petit public et à leurs parents et que, c'est tout un écosystème qu'on vient accompagner et j'avais à cœur de pouvoir, voilà, accompagner la famille en entier aussi. Donc voilà ce qui m'a menée à la naturopathie de l'enfant et à aussi rejoindre l'association parce que je trouvais ça aussi, porteur, de pouvoir, être, en lien aussi avec, d'autres naturopathes qui avaient ces mêmes projets, d'accompagner les enfants. Mmh, bien sûr. Alors justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur les principes fondamentaux et fondateurs de la naturopathie qui s'appliquent aux enfants aussi. Alors on verra, leurs spécificités, mais voilà, histoire de reposer un petit peu le cadre. Je pense que c'est important de le rappeler de temps en temps. Oui, donc du coup, l'idée de la naturopathie, c'est vraiment de venir, préserver, l'équilibre, de vie de la personne, sa vitalité et pour l'enfant, on vient, soutenir la construction du terrain de l'enfant. C'est vrai que l'enfant est en développement complet depuis, de sa naissance à encore, la maturation du système nerveux, je crois, jusqu'à sa trentaine d'années. C'est vrai qu'il y a un équilibre à préserver tout au long de sa croissance et de son développement. Voilà, Nina, si tu voulais compléter, je sais pas. Ouais, alors c'est vrai que souvent, moi quand je demande à mes consultants en cabinet, «Est-ce que vous connaissez la naturopathie? Qu'est-ce que c'est pour vous?» On a souvent cette idée de, «Oui, vous soignez avec des plantes». Et j'aime bien recaler le cadre et c'est l'occasion que tu nous offres aussi ici, de clarifier, de rappeler ce que c'est véritablement la naturopathie, qui est, d'ailleurs une pratique ancienne, hein. C'est pas quelque chose qui est nouveau pour les auditeurs ici. C'est vraiment une pratique qui est naturelle, bien sûr. À la base, naturopathie, c'est chemin de la nature, donc c'est intégrer, en fin de compte, sur les principes naturels, environnementaux pour soi, donc vivre de manière harmonieuse dans la nature. Mais au-delà de ça, c'est connaître aussi notre propre nature, notre biologie. Et du coup, la naturopathie, c'est pas, venir, réguler avec un petit remède naturel quelque chose, c'est s'intéresser à l'individu plus profondément, sur qui il est, comment il fonctionne dans son corps, dans sa biologie, dans sa physiologie et également dans sa psyché, dans ses émotions, dans son énergie, en fin de compte. Et l'idée du naturopathe, c'est d'accompagner,
à ce principe phare de qui est l'individu, comment il fonctionne à l'aide de principes naturels, de techniques naturelles pour soutenir en fin de compte les besoins fondamentaux comme les besoins nutritionnels qui vont soutenir son métabolisme, sa vitalité, ses besoins en sommeil, ses besoins de mouvement, etc. Donc on a vraiment cette idée d'une technique préventive et qui vient soutenir à la base ce qui est la santé et qui est décrite comme un état de bien-être complet, physique, social, environnemental, et pas soigner une pathologie. C'est pas du tout ça. Voilà, c'est plutôt l'accompagnement à la base avec ces principes holistiques. Donc on prend la personne dans sa globalité et aussi dans son environnement. Où est-ce qu'elle vit? Comment elle vit? Avec qui? Dans quel milieu? Quels sont les stress toxiques ou autres auxquels elle est exposée? Donc, on va aussi prendre en compte l'environnement et le causalisme dans l'idée de comprendre comment elle fonctionne ou ce qui peut la déséquilibrer. Et la spécificité de la naturopathie enfant, c'est justement, on a beaucoup de personnes qui consultent quand il y a du déséquilibre. Donc, on remonte à la cause. Autrement dit, on s'intéresse sur pourquoi la personne a des troubles ORL chroniques. Et nous, l'idée, c'est pas de donner une huile essentielle qui va symptomatique. En plus, là, on prendrait le pas sur la médecine. C'est de comprendre pourquoi ça se déséquilibre au niveau de l'immunité sur cette sphère. Est-ce qu'il y a des carences qui pourraient être à la base de ça? Est-ce qu'il peut y avoir du manque de sommeil ou une mauvaise construction immunitaire ou une exposition à des allergènes qui créeraient des allergies, des choses comme ça. Donc, on va vraiment chercher à la cause tout ça. Et chez l'enfant, alors oui, on peut faire la même chose, parce qu'on a beaucoup de personnes qui consultent quand il y a des déséquilibres, mais à la base, et c'est là que la naturopathie enfant peut se distinguer un petit peu de la naturopathie adulte, c'est d'abord comprendre que l'enfant, c'est un être qui se construit à la base, et l'idée c'est d'accompagner non pas le rééquilibrage, mais le soutien à l'équilibre. Comment je vais soutenir sa croissance et son développement depuis les fondations de qui il est. Autrement dit, connaître ses besoins nutritionnels, affectifs, de rythme de sommeil qui sont complètement distincts d'ailleurs de l'adulte pour mieux les satisfaire et que la croissance et le développement se fassent bien. Donc l'idée, ce serait pas d'avoir des enfants qui ont des otites à répétition en cabinet, ce serait finalement d'avoir des parents qui viennent avec leurs enfants pour comprendre comment ils fonctionnent, donner les meilleurs ingrédients naturels, environnementaux sur tous les champs pour soutenir à sa croissance. Et ça, je crois que c'est important de le comprendre comme ça et on est bien loin d'une petite huile essentielle ou d'une petite gémothérapie. Non, c'est comment on peut faire dans la globalité, comprendre la biologie infantile sur tous les champs et le psycho-affectif. De quoi il a besoin pour se sécuriser, de quoi il a besoin pour soutenir sa cognition, de quoi il a besoin pour développer sa motricité fine et globale. C'est vraiment tout ça qu'on a envie de proposer avec la naturopathie, à l'aide de cette compréhension de la biologie et de techniques naturelles, existantes depuis très longtemps en fait. C'est revenir à la base finalement de notre propre nature. Et du coup, on est vraiment dans la prévention, dans l'éducation à la santé, qui sont deux principes phares de la naturopathie au global. On dit souvent, on est éducateur de santé, on aide les personnes à comprendre comment elles fonctionnent, on fait de la prévention. Bah là, c'est génial, l'enfance, c'est la base pour faire de la prévention. Aider les enfants à se construire pour qu'ils se développent bien. Et c'est un projet génial. Du coup, on aurait peut-être plus beaucoup d'adultes en cabinet après, mais ce serait super, on aurait que des enfants, parce que les adultes iraient bien. Voilà un peu le projet, quoi. Mais voilà, rappeler à la base que la naturopathie, c'est effectivement pas pas du tout soigner, c'est renforcer le terrain à la base ou le rééquilibrer quand il est déséquilibré. On comprend mieux l'individu, ses besoins naturels. Voilà. Mmh. Avant qu'on rentre un peu plus dans la notion de terrain, que vous nous expliquiez vraiment ce que c'est pour qu'on puisse le comprendre, je voulais juste rappeler que la naturopathie a été reconnue par l'OMS, que dans ce que vous expliquez, on voit bien qu'on n'est pas du tout en contradiction avec la médecine allopathique, mais on est bien en complémentarité. Tout à fait. Et je voulais donner un exemple assez parlant parce que quand on a des petits, ben ils ont souvent de la fièvre.
Et donc, on va pas remplacer, nous, un Doliprane, par, je sais pas, un gant froid, une poche de froid ou des choses comme ça, mais on va venir réfléchir à pourquoi l'enfant a de la fièvre et on va venir soutenir la fièvre qui, a sa fonction, son rôle à jouer et d'ailleurs, on observe souvent des petits pics de croissance après. Donc on voit bien que c'est, une nécessité pour l'enfant, donc on va respecter tout ça. Donc c'est vraiment une philosophie différente, un mécanisme de pensée, complètement différent. Voilà, j'avais envie de citer cet exemple parce que je trouve que c'est assez parlant en fin de compte. Ouais. Et complémentaire, comme tu le dis aussi. Et l'idée, ce serait ça, le projet de notre association et en tout cas aussi pour moi, la naturopathie enfant, c'est d'aller vers une forme de pédiatrie intégrative, en fait, dans le sens où la médecine, elle gère la pathologie, et cetera. Et on viendrait en soutien de la biologie, de l'équilibre, de la santé, du bien-être holistique et c'est hyper complémentaire et c'est chouette. Moi, j'ai déjà, voilà, des médecins en fait d'ailleurs qui m'adressent dans cet esprit-là parce que, ils savent très bien, souvent ils me disent, «Bah moi gérer l'inflammation hormis des anti-inflammatoires, je sais pas faire, mais par contre, la pathologie, moi je sais pas faire. Je sais pas faire de diagnostic, c'est pas mon rôle d'ailleurs, c'est pas du tout le champ» et justement en tant que naturopathe enfant, tu vois Camille par exemple, moi ça me permet aussi de sécuriser une question que je pose toujours en consultation, c'est: «Est-ce que l'enfant a un suivi pédiatrique ou pas?» et c'est important qu'il l'ait, voilà et je clarifie toujours ce cadre. On remplace pas le pédiatre, on Mmh. remplace pas le médecin, c'est complémentaire et l'idée ce serait une association des 2 que ce serait super et je crois que c'est l'avenir, de toute façon, ça se dessine comme ça. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a déjà d'ailleurs, de la pédiatrie intégrative, hein, qui s'opère comme ça donc tout à fait. Mais j'ai fait une interview d'ailleurs avec une alors elle est pas tout à fait naturopathe, elle est nutritionniste et pour les enfants. Elle est en Suisse et elle dit: «Mais c'est, dès qu'une femme est enceinte, elle consulte là-bas». C'est vraiment entré dans les mœurs et nous, on en est encore loin et pour reprendre cet exemple de la fièvre, bah, c'est parfois difficile quand on est parent de se dire: «Je donne pas de Bien Doliprane sûr. là, ah bon, c'est Oui, sûr?» Enfin, voilà donc c'est vraiment des modes de pensée oui. à changer Ouais, aussi, quoi. tout C'est à pas fait. toujours Ouais évident. et de se rassurer, c'est-à-dire voir aussi les limites. Mmh. C'est-à-dire à un moment donné, bah, si la fièvre monte trop, il faut quand même être sûr que voilà, tu parles de la fièvre. Si la fièvre monte trop ou que l'enfant est vraiment inconfortable, douloureux, là, pour le coup, de toute façon, il faut gérer la chose. Donc il y a aussi des paramètres de sécurité et c'est vrai que si les parents ne savent pas, si on n'a pas de connaissances autour de ça, bah, on a surtout besoin de se sécuriser en tant que parents parce que, bah et c'est évidemment l'objectif principal, c'est ça, c'est la sécurité vitale aussi de l'enfant. Donc comme tu dis, on peut, très rapidement, voilà, aller vers le tout médicament. Alors peut-être il y aurait d'autres manières de faire et encore que vraiment la naturopathie enfant, on n'est pas sur ce champ de l'inflammation lorsqu'elle pousse. On est plutôt sur une compréhension de tous les jours, en fait. C'est pas au moment où il y a une poussée, où il y a quelque chose, c'est tous les jours comment on nourrit le terrain pour que on parle d'immunité ici, mais ça va bien au-delà la naturopathie enfant, Bien sûr. pour que ça se construise, sereinement, harmonieusement et surtout, mais on va parler du terrain tout de suite donc j'avance pas plus, mais surtout comment on va permettre à ce potentiel génétique à la base, à ce potentiel de l'individu, dans qui il est, dans son esprit, dans peut-être tout ce qu'il a envie il aura envie de faire plus tard. Comment on va laisser émerger ce potentiel vital global de manière, le plus vaste possible et pas le réprimer en fin de compte. Et dans ce que tu disais aussi par rapport à la fièvre, bah, encore une fois, on a cette démarche qui est plus préventive et encore plus en tant que naturopathe de l'enfant. Le but, c'est aussi d'avoir nourri le terrain en amont, pour que, ben, un épisode de poussée de croissance ne soit pas aussi, inflammatoire et que l'enfant ait déjà à disposition, tout ce dont il a besoin pour la passer le plus sereinement possible. Donc, c'est riche en ça aussi dans cette démarche préventive de pouvoir accompagner et comme, on en est encore au balbutiement, mais, je me réjouis. Hier, j'ai eu une demande d'une maman enceinte qui me dit: «Mon bébé, il va naître au mois d'août. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous?» Mais oui, en fait, quand vous voulez et en fait, c'est chouette de pouvoir, voir que, ben, on commence à avoir une autre vision et cette autre vision, elle s'installe et elle est porteuse de beaucoup d'espoir pour les petits, à venir. Mmh. Bah, ça, c'est super parce qu'effectivement, je me faisais la réflexion, mais en tant que parent,
Est-ce qu'on est formé justement à la santé de notre enfant? Non, tu pars de la maternité avec ton carnet de santé sous le bras et des rendez-vous qui sont plutôt dictés par les vaccins, puis des rendez-vous périodiques. Mais est-ce que tu as une préparation comme tu vois, on pourrait imaginer, une préparation à la petite Tout enfance, à fait. comme il y a une préparation à l'accouchement, par Ouais, exemple. Tu vois? Avec des informations comme ça, sur l'alimentation, sur tout ça, on n'a rien du tout. Donc c'est vrai que c'est difficile aussi. bien sûr. Ouais. Alors, je vous laisse la parole sans plus attendre pour le terrain, parce qu'on veut savoir. Oui, bah, pour le terrain, on peut peut-être juste rappeler déjà ce qu'on entend par terrain en naturopathie. Bon, souvent, on parle d'un mélange de quelque chose qui est inné, qu'on a déjà dans notre ADN, notre constitution. On parle souvent d'hérédité, voilà. Et puis de quelque chose qui est plus acquis en fonction du tempérament de l'enfant, de son environnement, du niveau de toxiques auquel il est confronté, de toxémie, on parle en naturopathie. Et on peut faire aussi tout simplement le parallèle avec le potager. On aime bien cette image-là en naturopathie. C'est vrai que, bah, tous les terrains sont pas les mêmes. Il y a des terres, dans le potager qui sont plus argileuses, d'autres plus sableuses, et on peut le nourrir différemment pour lui permettre d'être le plus équilibré possible. Ben, c'est un petit peu la même chose, en naturopathie et pour l'enfant, ce que Nina évoquait déjà un petit peu entre les lignes tout à l'heure, c'est comment on lui apporte les meilleurs ingrédients et les plus beaux outils pour que ce jardin soit le plus riche possible. Ouais, j'aime bien ton image, Mélanie. Je pense que ça parlera à beaucoup, cette idée du sol qui peut être différent à la base et du coup qui va pas porter, de la germination de graines de la même manière, par exemple, en fait et du coup comprendre qu'avant même de planter des graines, on peut s'intéresser au terrain, ça c'est très chouette et puis de voir aussi la diversité des profils ici et c'est vrai que le terrain en naturopathie, on dit souvent, c'est une conjonction de l'inné et de l'acquis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu nous l'expliques bien, c'est vraiment comprendre qu'à la base, hein, depuis la rencontre de 2 petites gamètes de spermatozoïdes, ovules, naissance d'un individu et on a un patrimoine génétique comme ça qui va se construire, qui part, voilà, depuis la lignée, les lignées familiales qui se croisent ici et en fin de compte, c'est cette génétique, qui est une grande composante de qui on est, elle peut aussi, évoluer différemment en fonction de l'épigénétisme. Alors l'épigénétisme, c'est les facteurs environnementaux externes qui vont jouer sur justement les gènes et leur méthylation. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'en fait, on aurait un potentiel à la base qui va se développer différemment en fonction de ce qu'on va rencontrer dans notre vie, dans notre environnement, que ce soit l'environnement naturel, suivant là où on vit, donc j'ai envie de dire le milieu vraiment naturel, ville ou urbanisme ou campagne, mais également ce qu'on va manger, donc la nutrition qu'on va ingérer, mais aussi en fonction des rapports psycho-affectifs. C'est ça aussi l'environnement, c'est tout ça. Et en fin de compte, eh ben nos gènes, ils vont se méthyler, ils vont s'activer ou non. On peut avoir une transformation génétique, une méthylation des gènes qui peut prendre un chemin complètement différemment en fonction de notre environnement. C'est génial. Un des trucs que j'adore, alors juste quand même, juste pour nos auditeurs, je trouve ça tellement beau, c'est de se dire que par exemple, un enfant, un bébé qui est caressé, qui est cajolé, qui est vraiment dans du pot à pot, le bébé, là, les mamans kangourous, là, qui portent leur bébé, etc., qui massent leurs enfants, qui sont vraiment dans un rapport tactile important bien placé évidemment, et bien du coup ces fibres nerveuses qui vont encoder ces caresses, elles vont agir sur la méthylation, l'immésation d'un gène qui va coder pour la résistance au stress. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Se dire que par les caresses qu'on va recevoir petit, et ben finalement on va avoir une meilleure capacité au stress plus tard. Je parle pas juste de l'enfant, je parle de plus tard. C'est Mmh. génialissime. Imaginons le potentiel, le pouvoir qu'on a de soutenir cette croissance et ce terrain. Donc ouais, c'est ça, c'est la conjonction des 2 et ça, c'est vraiment il y a un principe, c'est le principe des 1000 premiers jours dont on parle beaucoup maintenant, qui a vraiment permis, donc qui est parti de l'UNICEF, mais voilà, qui est arrivé jusqu'en France. Il y a une commission d'experts et cetera qui s'est mis en place il y a quelques années. Il y a maintenant les maisons, les 1000 premiers jours et cetera. Puis il y a même un site des 1000 premiers jours, qui parle vraiment
de ce principe, quoi, phare, que les 1000 premiers jours de l'enfant, alors pour rappel, c'est la conception et jusqu'aux 2 ans de l'enfant, et ben, en fonction de ce qu'on va proposer dans cette période-là, de ce que l'environnement, les parents, la nutrition, le sommeil, hein, et ben, ça va agir sur la construction de l'enfant pour l'actuel et pour le futur. Alors, il faut savoir que ça va au-delà des 1000 premiers jours. Ça, c'est chouette de se le rappeler parce que comme tu l'as dit, le cerveau, c'est jusqu'à 25 ans. Mais on a vraiment cette idée de pouvoir renforcer le terrain de l'enfant à la base, aider ce potentiel à partir de la génétique et de l'épigénétique à être le plus harmonieux et le plus développé possible pour l'actuel et le futur. Et ça, sur tous les systèmes, que ce soit au niveau de l'immunité. On a plein d'études aujourd'hui qui nous montrent que, par exemple, la santé cardiovasculaire de l'adulte, pour beaucoup, elle vient aussi de ce qui s'est passé dans l'enfance. Donc, c'est top de savoir ça. La santé osseuse, c'est pareil. La matrice osseuse, on n'attend pas d'être ménopausée pour s'y intéresser. Finalement, ce serait dommage. Potentiel osseuse, c'est pendant l'enfance et la vie de jeune adulte que la masse osseuse elle va s'intégrer. Donc, vraiment le voir comme ça. Et voilà, tout ce qu'on peut faire pour enrichir cette terre, comme tu nous dis, Mélanie, l'enrichir, lui parler peut-être même. On sait que dans l'intelligence du vivant, ça fortifie le terrain. Je sais pas si ça répond là. Oui, parfaitement. Mais j'avais envie de rebondir. Alors, tu parlais de l'intelligence du vivant, mais tu vois, tout à l'heure, quand tu expliques que les terminaisons nerveuses des petits font que plus tard, tu vois, s'ils ont été câlinés, leur système nerveux est on va dire plus stable. Et tout simplement, en tant que parent, un petit, tout petit, tu n'as qu'une envie, c'est le prendre dans tes bras, l'embrasser, et tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment l'intelligence du Bien vivant. sûr. Et on aime tout autant nos enfants quand ils sont plus grands, mais on a moins ce côté comme ça animal, tu vois, presque. Donc c'est intéressant aussi de Ouais. faire ces rapprochements entre des observations, on peut dire presque empiriques, et la science, en fait, qui vient valider cet instinct maternel ou ces ressentis Complètement. qu'on peut avoir. Ouais. Et c'est justement ça l'idée. Quand on observe en fait l'enfant, il a un potentiel qui pourrait presque se déployer tout seul, dans le sens où si on est là et on répond à ses besoins de nutrition, de sommeil, de décharge, de sécurité, etc. En fait, de toute façon, il y a cet élan vital, cette vitalité qui pousse pour qu'il se déploie, qu'il se construise naturellement. Comme ça, il va chercher, on les voit, les petits tout là. Ils vont commencer à attraper leurs pieds, puis ils vont faire des efforts de fou, quoi. Et c'est chouette d'observer ça, à quel point finalement des fois on s'est un peu perdu. Alors que quand on observe l'enfant, quand on se remet dans cet instinct-là de parents maternels, mais aussi parental, parce qu'il n'y a pas que les mères, il y a aussi les pères qui interviennent aussi ici, ou les coparents, c'est génial parce qu'il a tellement à nous apprendre. En fait, il sait tellement faire, l'enfant, à la base. Sauf qu'on a désappris certaines choses, ou on s'est un peu éloigné par aussi voilà, notre vision de l'enfant, qu'il faut dire en France est très biaisée par rapport à des pays nordiques ou autres. On a un historique sur l'enfant qui est pas évident en France, où on a un regard qui est assez pas très ouvert finalement sur qui est l'enfant, alors que ça devrait être notre premier public en termes de culture. On devrait vraiment penser l'enfant comme l'adulte de demain et comme un public super sensible, vulnérable et en même temps très vital à la fois, et à protéger, à prendre soin, ouais, dans tout ça. On en a parlé tout à l'heure en introduction. Moi, j'ai bien dit que l'enfant, c'était pas un adulte miniature. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus en détail là-dessus, au niveau physiologie, maturation des systèmes, toute la dimension aussi émotionnelle qui est en construction pendant en fait de nombreuses années, bien plus que ce qu'on veut bien, tout à fait. ce qu'on peut bien croire. Et je trouve que tu vois, même à l'adolescence et au-delà, faut aussi parfois se rappeler que les tout petits ne savent pas gérer leurs émotions, mais les adolescents, en fait, au niveau de la maturation cérébrale, voilà, ils sont pas non plus capables, quoi. En tout cas, ils ont pas les clés pour. Donc voilà, si vous pouviez revenir là-dessus un peu plus dans le Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'enfant est complètement immature à la naissance. Il y a des mammifères, leur petit, très rapidement, un petit chevreuil va se mettre sur ses pattes, il va commencer à toc toc à pousser, et puis pouf, ça y est, ta motricité, c'est quasi calé, on va dire. Nous, le petit, il va falloir attendre quelques mois pour qu'il puisse se mettre debout, pour que la motricité, elle puisse maturer. Donc, notre espèce, nous les humains, effectivement, on a des bébés qui sont très immatures à la base,
Donc, on peut pas du tout comparer la physiologie de l'adulte à celle d'un enfant. Pas dire c'est juste rapport poids-taille plus petit. Non, non, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que les systèmes, on a différents systèmes. Le système osseux dont on vient de parler, le système cardiovasculaire, le système nerveux avec le cerveau, etc., les nerfs, le système respiratoire, le système, je sais pas si je l'ai dit cardiovasculaire. Digestif. Ouais, digestif qui est hyper important en naturopathie, ou le système rénal. Enfin, voilà. Tous les systèmes, on est composé de différents systèmes, et ces systèmes vont maturer à des rythmes différents. Il faut bien comprendre ça. C'est qu'au-delà, souvent, on voit la croissance de l'enfant. C'est-à-dire, on voit petit et on voit sa croissance en termes de poids-taille. Il grandit, puis 18 ans, ça y est, il a sa taille définitive. Il faut déjà se dire que même s'il atteint sa taille définitive, il n'est pas complètement mature, par exemple, pour certains systèmes. Donc, il faut dissocier la croissance de la maturation des systèmes. Et on a des vitesses de croissance qui sont différentes. Par exemple, le bébé, il a une vitesse de croissance très rapide, puis ça va se stabiliser. À la puberté, à l'adolescence, on va avoir une vitesse de croissance très importante. Donc ça veut dire quoi? Que les besoins, rien qu'en termes de croissance osseuse, musculaire, etc., eh ben, ils sont augmentés dans ces périodes, donc les besoins nutritionnels sont augmentés, par exemple. D'accord? Mais au-delà de purement la croissance encore en termes de poids et de taille, on a la maturation. Maturation des systèmes, c'est comment finalement les systèmes vont obtenir leur pleine fonctionnalité. Ils sont complètement optimaux. À la base, nos petits toux, ils peuvent pas manger du solide, par exemple. Pourquoi ils prennent le sein naturellement? Parce qu'ils sont pas équipés pour manger du solide, tout simplement. Il va falloir attendre que la physiologie digestive, que le système digestif mature, que ce qu'on appelle les enzymes digestives maturent, par exemple, que l'intestin grandisse, que l'estomac est tout petit au démarrage, petite taille de cerise, il grandisse également. Bref, il y a plein de mécanismes physiologiques qui vont pousser pour tout d'un coup être prêt à manger le solide, par exemple. Donc, chaque système va maturer à des rythmes différents. Par exemple, la maturation rénale, à peu près vers 2 ans, elle est quasi atteinte. Pas la croissance, mais la maturation rénale. L'immunité, faudra attendre beaucoup plus. Le cerveau, on a vu que c'était 25 ans. Donc, il faut encore attendre. Voilà. Donc, il faut vraiment imaginer ça. Et l'idée, justement, pour terminer sur la physiologie ici, c'est de comprendre ces étapes de maturation et de croissance qui sont en plus distinctes selon les enfants, leur tempérament, leur histoire de vie, leurs conditions de naissance, leur patrimoine génétique, et accompagner ces étapes de maturation en proposant des besoins, les repères nutritionnels, mais autres, qui soient particulièrement adaptés par rapport à cette particularité-là. Et d'un point de vue de la dimension, tu parlais de la dimension émotionnelle aussi ici, il faut comprendre qu'un enfant ne peut pas gérer ses émotions comme un adulte. Ce n'est pas possible puisqu'on vient de le dire, il est immature déjà d'un point de vue nerveux. Et au-delà de ça, il va avoir besoin de construire une sécurité émotionnelle. D'accord? Donc nous, en tant qu'adultes, on est plus ou moins sécure déjà en fonction de ce qu'on a vécu. Alors imaginons pour un enfant qui n'a même pas de base encore, puisqu'il n'est pas complètement vierge de ça, il a déjà vécu plein de choses in utero. Mais voilà, donc il y a vraiment ces deux aspects. Maturation, j'ai envie de dire, du système, par exemple, nerveux qui va soutenir les émotions, puisque nos émotions, elles sont soutenues par le cortex préfrontal, par le système limbique, donc il faut que toutes ces structures cérébrales maturent. Mais on a aussi une expérience affective qui va permettre aussi à l'enfant de comprendre qu'il peut compter sur son environnement pour se sécuriser. Et ça va construire psychiquement une base solide de confiance en soi, de confiance dans son environnement. Filiosa, que j'aime beaucoup, parle de qu'est-ce que c'est que la confiance chez l'enfant? Ça passe déjà par la confiance en soi, ça passe déjà par aie confiance en tes émotions. Je reconnais tes émotions. Tu as le droit d'être en colère. Je vois que tu es triste. Oh oui, je comprends que tu as peur. Donc l'accueil de l'environnement des parents par rapport aux émotions, par exemple, c'est déjà quelque chose qui va construire pour cette dimension émotionnelle. Et puis, il y a toutes les ressources psycho-affectives et les ressources externes. Comment on va aider l'enfant à construire aussi ses propres ressources de régulation des émotions. Mais évidemment, en fonction des âges, on peut pas attendre d'un enfant de 3 mois, 3 ans, 5 ans qu'il puisse réguler ses émotions parce qu'il n'est pas en capacité physiologique pour. Ça, c'est déjà un point. Et puis, en fonction aussi de comment, je veux dire, les éducateurs, parce qu'il n'y a pas que les parents, il y a l'école, il y a la crèche, il y a l'ATSEM, il y a l'ASMAT, il y a toutes les personnes autour, accompagnent aussi à cette maturation de la régulation émotionnelle.
Donc c'est vrai que c'est très spécifique. Un enfant, il fonctionne pas de la même manière. Il ne peut pas décharger ses émotions de la même manière non plus. Donc oui, fleur de bac, tout ça, d'accord. Mais à la base, c'est comment il fonctionne, à quelle étape de construction des compétences émotionnelles il est, par exemple, et comment on peut l'aider à mieux intégrer ses émotions. Et tout ça, c'est de la neuroscience, hein. C'est pas les naturaux qui le disent. Donc voilà, je sais pas si ça répond, mais il y a vraiment ces axes, la physiologie et en même temps les besoins psychoaffectifs qui sont pas les mêmes. Comme tu disais, un tout Mmh. petit, il a besoin de contenance, il a besoin de portage, parce que ça passe par ça. Un ado, c'est fous-moi la paix, mais écoute-moi quand même quand j'ai besoin. Voilà, on n'est pas au même endroit et il se passe pas les mêmes choses. Un bébé, il a un grand besoin de soutenance. Un ado, il a besoin d'autonomie au niveau psychoaffectif, par exemple. Il a besoin d'explorer, il a un grand besoin d'exploration, l'enfant même avant. Voilà, connaître aussi ses besoins psychoaffectifs, ça c'est quelque chose qui est important. Moi, je trouve que on vit une époque formidable parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont révélées, à nous grâce aux réseaux sociaux, à internet, tout ça et je pense que c'est en partie notre génération qui s'empare de tout ça, mais l'adolescence, c'est pas encore un sujet et donc je pense que ça va venir quand justement toutes les femmes qui font plein de choses sur la grossesse, la maternité, les petits, leurs enfants seront adolescents et pour faire le lien avec ce que tu disais, c'est aussi quand est-ce qu'elle se termine cette enfance? Tu vois, Mmh. tu parlais de l'environnement scolaire, les ATSEM, tout ça. Moi, je trouve que jusqu'à, une dizaine d'années, on a bien conscience encore qu'ils sont enfants, mais à partir du moment où ils passent au collège, comme s'il y avait un basculement, ils étaient des mini adultes. Mais en fait, pas Non, absolument pas absolument pas. et surtout d'un point de vue émotionnel et ça, je trouve qu'au point de vue sociétal, là, il y a de vraies carences. Il y a des grosses carences et puis en plus là aussi ça s'explique par l'évolution psychique mais qui est soutenue par la physiologie, c'est-à-dire qu'on dit les ados ils passent au haut débit. Tout d'un coup, il y a une myélisation comme ça des fibres nerveuses qui se fait qui et évidemment l'impact hormonal aussi qui se crée à la puberté, qui vient vraiment modifier la plasticité neuronale de l'enfant avec une nouvelle arborescence. Il y a plein de choses qui se passent, hein, et qui sont, à soutenir, à comprendre en fait, pour mieux comprendre pourquoi l'ado peut réagir de telle ou telle manière, mais aussi quels sont ses besoins et il passe vraiment par une phase de transition, en fait. L'adolescence, c'est une vraie phase de transition où on parle de l'adaptation beaucoup en naturopathie. C'est une grande phase comme ça où on va chercher où on peut se désadapter pour se réadapter et cetera, à soi-même et à l'environnement et même en termes de physiologie, on parlait de croissance, c'est important, de maturité, il y a énormément de choses à faire. Moi, j'adore accompagner les ados et même en termes d'identité, tu vois? En termes d'identité, de recherche, de quête de genre, de sexualité qui peut se mettre en place et cetera. C'est énormissime. Il y a beaucoup à dire sur cette période, tout à fait. Oui, c'est vrai que l'adolescence, c'est peut-être plus une phase transitoire. Ça veut pas dire que c'est plus un enfant et que l'enfant, c'est vraiment terminé. Souvent, en formation initiale de naturopathie, on parlait de ce passage vers l'autonomie et je pense que finalement, déjà cet âge peut varier d'une personne à l'autre et puis, c'est pas parce qu'il y a autonomie sur un plan que la croissance et la maturation sont complètement terminées sur d'autres et du coup, c'est vrai que c'est une phase, importante également, dans cette, entre guillemets «fin d'enfance» mais de de développement encore qui est encore importante de soutenir à ce moment-là, en fait. Mmh. Et comme le disait Nina, tout à l'heure, la question initiale, c'était pourquoi l'enfant et pas un adulte en miniature. C'est vrai que quand on arrive à l'âge adulte, finalement, on est sur quelque chose de plus stable. L'enfant est dans ce développement qui, en plus, n'est pas linéaire et donc il y a différentes phases, qui sont oui, qui sont très bouleversantes finalement pour les enfants donc c'est aussi ce qui fait, toute la richesse de cet accompagnement aussi. Oui, Mais à l'image du tout petit qui en une année a extrêmement changé, l'adolescent c'est pareil, à un moment, en une année, il bon, va, ça complètement ouais, grandir, ça se fait en un ouais, temps qui est finalement très, très très bref, quoi. bref, Mmh. ouais, Mmh. complètement. Et alors tout à l'heure, tu reparlais des conditions de naissance. C'est vrai on l'a pas cité en exemple pour le terrain, mais de dire que, à patrimoine génétique égaux, un enfant qui est né par voie basse et un enfant qui est né par césarienne, déjà, on n'est plus sur le Non, même bien terrain. sûr.
Voilà. Donner un exemple concret pour les Bien auditeurs. sûr. Et même un bébé allaité, non allaité, là, il y a aucun jugement, hein. C'est juste des études et constatations parce que chacun fait comme il veut, comme il peut aussi. Voilà, parce que allaiter, ça s'accompagne. J'ai vu tes posts d'ailleurs cette semaine par rapport à tout ça, très chouette. Mais voilà, ce qu'on sait, c'est que pareil, un bébé qui est allaité longuement, ça va vraiment être agissant. Alors, bah, voilà, sur sa croissance, sur sa motricité, sur des choses comme ça, mais vraiment aussi sur son immunité, hein. Ça, c'est vraiment un principe phare. On observe, voilà, une diminution par exemple, des durées d'hospitalisation chez les bébés qui sont allaités, des bébés qui ont moins de problèmes ORL. Il y a plein de choses. Donc, voilà, évidemment que déjà l'épigénétisme, il commence là, quoi, j'ai envie de dire. Il commence Oui. déjà là et il commence déjà par l'épigénétisme des parents. Autrement dit, on sait par exemple que l'alimentation du père, attention, je parle pas de la mère parce qu'on parle beaucoup de la mère. Je parle du père exprès ici. Mais même l'alimentation du père avant la conception joue sur ce qui va se passer sur le terrain de l'enfant in utero et après. C'est incroyable. Déjà, on devrait faire encore plus d'accompagnement à la préconception, en fin de compte. Alors moi, j'en ai pas mal, ça me réjouit à chaque fois. Je me dis bon bah ça y est. Et puis comprendre aussi, comme le dit Mélanie, que voilà, c'est avant, ce serait génial, avant la conception, durant la grossesse, naissance, toute la période postnatale, parce que c'est une période qui est très importante à soutenir pour soutenir les jeunes mères et les jeunes parents et évidemment l'enfant autour de ça. Et aussi que ça se construit, comme tu le dis Camille, jusqu'à l'adolescence. Et après, parce qu'en fait, dans cette grande période de l'enfance, on a plein de variabilité. J'ai bien ton idée, Mélanie, que c'est pas linéaire, c'est pas une courbe comme ça qui monte, c'est qu'il y a plein d'oscillations, en fait, et de variabilité, et en plus, sur tous les systèmes. Waouh! Alors, Et en pas en fait, même quand temps. on s'ennuie dans la vie, il faut faire naturopathe enfant. Souvent, je dis ça en formation, parce que là, on s'éclate. Et du coup, ça permet vraiment de comprendre. Moi, j'ai des parents qui ont compris ça aujourd'hui, qui viennent en prévention en cabinet. Yes, je suis tellement contente quand c'est le cas, qui viennent pas parce qu'il y a des choses chroniques, qu'il y a déjà le terrain qui s'est dérégulé, et qui viennent parce qu'ils disent, OK, là, on approche la diversification, donc je viens prendre des infos pour ça. Ah là, vous m'aviez dit, quand du coup, on est en âge prépubertaire, ce serait bien qu'on fasse un point parce que du coup, les besoins nutritionnels sont plus les mêmes. Ah là, vous m'aviez évoqué que, une fois que l'acquisition d'un marché est faite, ce serait bien qu'on se voit. Et on accompagne ces étapes de développement de manière durable. Et ce qui est très très chouette quand on adore voir les gens évoluer, c'est qu'on voit, moi j'ai des ados aujourd'hui que j'ai eu enfant, tu vois, et que je vois évoluer, et j'ai comme ça des familles que j'accompagne, et enfin qu'on accompagne en tant que naturopathe enfant. Et c'est génial de les voir grandir, évoluer, qu'on soit même, tu vois, une personne ressource pour elle. Mmh. Moi j'ai une ado elle a 13 ans là cette année, qui a demandé à sa mère, qui dit: «J'aimerais bien voir Nina», parce qu'elle avait des questions à me poser qu'elle osait pas aborder avec sa mère. Bon, bah, c'est chouette d'être aussi, un référent holistique, du grandir, en fait, pour qu'on devienne une référence, pour ces familles, en fait, et c'est hyper sécurisant pour les parents aussi, évidemment. Ouais. Bien sûr, d'avoir des points de Mmh. repère extérieurs parce que les enfants, ils en ont Ouais. besoin. Mmh. Mmh. Et alors, quels sont les motifs de consultation les plus courants que vous rencontrez? Donc, tu disais que tu avais quand même un peu de prévention, donc ça, c'est super parce qu'on est quand même là pour Mmh. ça. Mais sinon, pourquoi les parents vous consultent le plus fréquemment? Bah, c'est vrai que souvent, encore trop souvent, on va dire, il y a souvent un déséquilibre, qui est déjà présent, et ça peut être, au niveau de l'immunité, bien sûr, parce que, bah, souvent on le dit, hein, l'immunité, ça s'apprend. Tomber malade, c'est un enfant qui rentre en formation, son système immunitaire, il apprend, mais du point de vue parental, souvent, c'est juste un enfant malade. Et donc il y a un équilibre qui est rompu, et c'est parfois difficile à traverser quand même. Donc ça reste un motif de consultation qui est assez fréquent. Et après ça peut être des choses, très, diverses, le sommeil les problèmes, plutôt chroniques, soit au niveau respiratoire ou ORL. On en parlait tout à l'heure avec les fameux bébés à otite. Et puis, bah, des troubles digestifs, ça peut être aussi pour des questions de nutrition, des enfants en phase de diversification ou même un peu plus tard, des enfants qui, ne veulent plus manger de légumes, mais comment on fait? Voilà, ça peut être, ce type d'interrogation. Grande question. Et puis ça peut être aussi, ben, tout ce qui est autour, de la gestion émotionnelle, où on parle beaucoup
plus aujourd'hui des troubles de l'attention et ça peut être aussi hyper riche, au niveau, naturopathie d'accompagner son enfant, quand on est dans ces cas-là. Donc voilà, c'est, des sujets très divers, mais qui couvrent un petit peu, Oui. tous les sujets aussi de l'enfant, en fait, finalement, son développement. Oui. Ouais, c'est ça. Je te rejoins. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui consultent parce qu'il y a de la chronicité. Donc moi, j'ai pas mal de personnes qui arrivent parce que voilà, il y a de la chronicité au niveau RL, au niveau immunitaire. C'est souvent ce qui embête les parents, ou au niveau du sommeil aussi. Encore une fois, là, j'aime bien reclarifier le cadre. Hein. Nous, on vient pas pour proposer une solution naturelle. C'est voilà, remettre l'accent. Bah tiens, pourquoi finalement les parents ils se posent des questions. Pourquoi ça revient tout le temps? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que ils se rendent compte que c'est pas juste, Mmh. on entre en formation comme tu dis, ça peut arriver, mais il y a quelque chose qui s'installe dans le déséquilibre, et qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant? Ça, c'est souvent. Moi, j'ai quand même de plus en plus vraiment des personnes qui consultent, alors comme tu l'as dit, pour les troubles attentionnels, les troubles digestifs aussi, il y en a beaucoup, l'asthme, l'allergie. Il faut savoir qu'on a vraiment une augmentation des pathologies infantiles en France aussi. Les allergies, l'asthme, même les syndromes NASH, les troubles métaboliques comme, diabète de type 1, des choses comme ça qui sont pas très drôles, et je pense que ça pousse les parents vraiment à aller chercher aussi d'autres pistes de réflexion. Moi, j'ai malheureusement aussi des cancers pédiatriques, c'est moins drôle, donc ça peut arriver, et des troubles, moi j'en ai eu plusieurs cette année, tu vois, des troubles de précocité pubertaire. Voilà, ça je trouve que j'en avais pas il y a 10 ans naturo enfant, et là j'en ai, quand même de plus en plus. Mais c'est très large, et c'est ça qui est chouette, c'est de voir que voilà, il y a tout ce champ-là, et vraiment, ce que je trouve important de redire ici, c'est que oui, il y a des parents qui consultent en préventif. J'ai des enfants qui vont super bien. Et alors je me dis: «Génial!» Je disais à Mélanie ce matin. Du coup là, je suis à 300%. Je suis partie pour un mois de folie parce que c'est ça, que ça fait du bien de voir, des parents qui viennent pour: «Est-ce que je peux faire quelque chose pour optimiser encore mieux, la santé de mon enfant pour aujourd'hui et demain?» C'est exactement ça. Et les personnes qui consultent, tu vois, pour des problématiques chroniques, au final, quand elles ont compris ce qu'était la naturo, elles reviennent. Moi, j'ai pas mal de parents qui reviennent à un moment donné. «Ah bah, j'ai compris, que je pouvais, vous consulter pour faire de la prévention», et qui viennent pour ça aussi. «Bah, ça fait longtemps que vous avez vu, j'avais des questions sur le sommeil. Là, je me rends compte en ce moment, il commence à marcher et du coup, le sommeil, c'est pas terrible, donc j'imagine qu'on peut faire quelque chose. Comment vous pouvez m'accompagner?» Génial, génial. Donc ça, je trouve que c'est hyper porteur de voir aussi ce champ-là, qui se déroule. Mais la grande porte d'entrée, ça reste encore quand même la Eh chronicité. oui. Ouais. Et comment ça se passe une consultation avec un enfant et son parent? Parce que c'est un petit peu particulier. On doit s'occuper de Ouais, l'enfant à travers le parent, mais il faut que ce soit l'enfant qui adhère. ouais, Donc, comment on gère ça pour les parents ouais. qui savent? Alors, ça m'a même amenée, tu vois, parce que comme je le disais en toute présentation tout à l'heure, quand moi je me suis installée, je me suis dit: «Oh là là, la conduite d'entretien, je sais pas faire du tout». J'étais complètement perdue, paumée, j'étais dans ma barque toute seule là à ramer. Et du coup, c'est ce qui m'a amenée, personnellement, bah, déjà à me former là-dessus, et puis à proposer, une formation dédiée à la naturopathie de l'enfant, et notamment sur la conduite d'entretien. Parce qu'effectivement, ça se conduit pas du tout de la même manière. Autrement, déjà, effectivement, l'enfant, il est pas forcément envie de venir. Si c'était foot Oui. mercredi à 14h ou un petit tout qui sort de la crèche, qui est bien fatigué, ça peut être compliqué. Donc déjà, l'idée, c'est vraiment de, tu vois, de veiller au confort de l'enfant et des parents. Parce qu'on a souvent quand même beaucoup d'anxiété parentale, très présente. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle notamment durant la formation. Il va vraiment falloir prendre en compte le parent ou les parents s'ils viennent à 2, ce qui peut être assez idéal, autour de ça. C'est très important de voir l'enfant parce qu'on va Je déjà. t'interromps Nina, mais parce que excuse-moi, mais je t'interromps, mais parce qu'en fait, souvent aussi, on n'est pas la première personne qui consulte. Ils ont déjà tout un parcours Ouais, derrière et l'enfant oui, aussi. Donc il y a un peu de ras-le-bol c'est pour ça, l'enfant et tout d'inquiétude à fait. aussi, Ouais. d'angoisse au niveau des parents. Donc les choses sont assez crispées. Complètement, et c'est pour ça que rien que moi au téléphone, je leur propose, je leur laisse entrevoir que, voilà, il faut que ce soit confortable pour l'enfant, et cetera. Donc quand ils arrivent, généralement, le cadre est posé, c'est rassurant, mais il faut vraiment que la consultation soit confortable. Et surtout, pour moi, c'est
extrêmement important de voir l'enfant puisque du coup, on va évaluer, moi je sais que dans les formations, on va, apprendre les étapes de développement global, motricité, langage et cetera. Donc on va aussi évaluer le développement global de l'enfant, voir un petit peu où il est de manière globale, pas que la physiologie, pas que l'émotionnel, on va tout regarder. Donc s'il est là, ça permet de regarder déjà par l'observation générale de l'enfant comment il est. Et puis on va faire classique, hein, une anamnèse une fois que le confort est mis, une anamnèse mais qui reste spécifique parce qu'on va pas questionner les choses de la même manière et ça va être différent selon l'âge de l'enfant aussi. Et puis surtout, comme tu l'as dit, il va falloir créer de l'intérêt, il va falloir que l'enfant il ait envie d'être là. D'accord? Donc il va vraiment falloir aussi savoir communiquer avec l'enfant et on communique pas avec l'enfant de la même manière, on va pas susciter sa motivation, on va pas entrer en relation avec un enfant de la même manière qu'avec un adulte et notamment quand son parent est là. Donc il y a pas mal d'enjeux interrelationnels en fait qui sont présents et c'est vraiment, une consultation qui est bien spécifique pour ça, où il faut pas perdre de vue l'un ou l'autre. Il va falloir composer avec ça et en même temps se caler sur qui est l'enfant. Très souvent, je dis aux parents, voilà, moi durant cette consultation, je vais entendre votre besoin, vous, en tant que parent et je vais tout faire pour, répondre au maximum à votre objectif et surtout, je vais évaluer la globalité puis vous aider à accompagner qui est cet enfant. Parce que parfois, ça peut arriver qu'on ait des demandes des parents qui ne soient pas complètement raccord à qui est l'enfant. Je sais pas si je suis claire là. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Et ça, pour moi, c'est important. En tant que naturopathe, mon consultant, c'est l'enfant, même s'il n'a pas choisi d'être là, c'est lui. Et je vais tout faire pour qu'il ait envie d'être là et l'accompagner, lui, avec sa famille, parce qu'il est dépendant de sa famille. Parce que les parents ont plein de questions, parce qu'ils sont perdus aussi ils ont entendu parler de ceci, cela. Alors oui, les réseaux sociaux, c'est génial. Et en même temps, trop d'informations tue l'information, tu vois? Et on a besoin de remettre aussi de la clarté souvent là-dedans. Donc, on va, voilà, dérouler l'anamnèse, en même temps prendre en compte l'enfant et le parent. En fonction des âges, c'est différent aussi. Si c'est un tout petit tout, on va avoir d'échanges verbal avec cet enfant. Donc la relation, elle va passer par d'autres choses. Si l'enfant est grandissant, j'aime bien le questionner lui, par exemple, tu vois? Plutôt que de questionner le parent. Puis le parent, il vient en second, parce que je vais prendre en compte le parent aussi, hein, faut pas qu'il se crisse. Donc voilà, alors il va falloir composer, apporter de la bienveillance, de la souplesse, de l'ouverture et en même temps du cadre, en fait, dans tous ces espaces-là. Et surtout, si l'enfant est grand, je vais chercher moi à le motiver à la fin aussi, à le motiver, à le Mmh. questionner, à le mettre dans son centre autonome là. OK, alors qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est avec lui que je vais négocier plus qu'avec son parent, même si, je peux négocier aussi avec le parent si besoin, pour que lui, il revienne et ce soit lui qui fasse. Il est content de revenir après la consultation en me disant: «Ouais, ça j'ai compris, ça» et on réactive les connaissances. «Et qu'est-ce que tu as compris et pourquoi?» et voilà. Oui, parce que la naturopathie, c'est aussi être responsable soi-même de sa Complètement. propre Ouais. santé. Donc, c'est accompagner les enfants Oui. qui grandissent vers cette autonomie et cette responsabilisation. Et ça passe par se Et là, découvrir, tu vois? complètement. Je t'ai coupé ici, mais Et expérimenter aussi des expérimenter, choses. c'est ça. Qui je suis, comment ça fonctionne, tu regarderas, tu me diras la prochaine fois. Et qu'est-ce que tu en penses? Et ceci. Donc on est vraiment dans notre charte éthique au sein de l'asso, on a le respect des droits fondamentaux de l'enfant. C'est ça, c'est comprendre aussi, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'avoir mes pensées, mes convictions. Donc on va composer avec ça. Donc c'est pas du tout des conseils descendants, pas du tout. L'idée, c'est de susciter l'envie, la motivation avec des outils adaptés à l'enfant, hein, parce que pareil, on va pas le motiver de la même manière. Et voilà, et réactiver et générer de la joie, parce que la joie, c'est un moteur d'apprentissage, et qu'il revienne et qu'il y fait parce qu'il a eu envie de faire, il est content de faire. Et en plus, ils ont envie de ça, en fait. C'est génial. C'est ce que j'allais te Ouais. dire. Ce qui est génial avec les enfants, c'est que eux, ils ont envie de faire seuls, Ouais, ils ont envie ouais, d'expérimenter. Donc, il y a pas trop à les ouais, pousser pour ouais, ça. Ça vient assez ouais, naturellement. avec de la joie. Peut-être que tu voulais dire quelque chose, Mélanie? Oui, je pensais aussi, dans cet accompagnement-là, en tout cas chez l'enfant grandissant parce que comme, pour moi, il y a quand même un petit peu 2 phases. C'est vrai que Oui. quand on reçoit le bébé avec ses parents, je trouve qu'il y a un vrai travail aussi à faire, dans le lien avec les parents. Vous le disiez tout à l'heure toutes les 2, mais il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Les parents s'y perdent et perdent parfois leur intuition et alors Oui. qu'ils peuvent aussi savoir faire et du coup, je trouve qu'il
qui a aussi ce rôle de pouvoir rassurer le parent, en tout cas quand l'accompagnement du bébé, de lui donner confiance dans son nouveau rôle de parent aussi, si c'est un premier enfant. Et puis chez l'enfant grandissant, lui apprendre à s'écouter aussi, en fait, et du coup, c'est se connecter à son intuition dès tout petit. Hem et ils savent très bien le faire, en fait, si on leur laisse, un champ d'écoute, et plus ils apprennent super vite. Et je le vois, bah, par exemple sur le petit déjeuner, en fait, c'est les habitudes. Changer un petit déjeuner chez l'adulte, je trouve que c'est hyper compliqué. J'ai fait des ateliers dessus, les gens ils sont frileux, ils ont pas le temps, enfin il y a plein de contraintes. Chez l'enfant, Ils ont tous des reçus avant même d'avoir commencé. voilà. Alors que chez l'enfant, bah, en fait, si on leur apprend dès le début et qu'on leur donne le choix entre plusieurs options, en fait, ils vont faire leur truc et ce sera déjà naturel, et ils auront pas dans 30 ans à essayer de changer de petit déj pour modifier leur hygiène de vie, pour améliorer leur hygiène de vie. Donc je trouve que, c'est ça qui est aussi, trop chouette en consultation chez l'enfant, c'est leur transmettre, des bonnes habitudes dès tout petit. Et c'est eux qui après, éduquent leurs Oui, propres c'est parents. ça. Ouais, c'est Ça qui est génial. génial. Ouais. Ou qui ont un regard même critique sur ce qu'ils peuvent rencontrer. Je vois mon fils hier, on est sorti de l'école, il y avait un petit qui mange un paquet de chips. Il m'a dit: «Mais maman, qu'est-ce qu'il fait?» Bah, voilà, enfin, enfin, je me suis dit: «Bon, j'ai pas tout perdu», parce qu'il a vu que c'était pas normal, en fait. C'est ça. Non, lui aussi 4. Mais on voit qu'ils prennent vite, des repères, et c'est chouette, en fait, de constater ça. Alors, si vous aviez quelques clés essentielles à nous partager pour soutenir la vitalité des enfants. Alors, on sait bien sûr que la naturopathie, c'est individualisé, évidemment, mais il y a quand même des principes, généraux, hein. Lesquels ce seraient? Hem, alors moi souvent, puisque ça revient dans quasi toutes les consultations, c'est vraiment repartir des besoins fondamentaux. Je trouve qu'on cherche souvent, la petite gémothérapie, le petit truc, le machin. En fait, revenir à la base. L'enfant, il a un grand besoin d'affection. Alors suivant les âges, c'est pareil, les besoins psychoaffectifs sont différents, mais le psychoaffectif, c'est la base de la sécurité émotionnelle de manière globale. Donc si on est bien nourri d'un point de vue psychoaffectif, déjà on va mieux réguler ses émotions, donc on va mieux réguler son système nerveux, donc on va mieux réguler son système digestif, immunitaire, et cetera. Donc pour moi, ça, je crois que c'est vraiment important, et je crois que dans toutes mes consultations, on vient questionner vraiment qu'est-ce qui se passe au sein de la famille, comment ça se vit, qui est cet enfant, quels sont ses besoins. Il peut avoir des besoins de réassurance, mais il peut avoir des besoins de confort, il peut avoir des besoins d'attention, il peut avoir des besoins de temps partagé avec le parent, il peut avoir des besoins d'autonomie. Donc, c'est très divers, mais vraiment revenir à la base. Qu'est-ce qui s'exprime? Parce que souvent, les tensions, les émotions qu'exprime l'enfant, il parle de besoins non satisfaits. C'est ça l'émotion, hein. C'est une émotion qu'on appelle nous négative, qui est pas agréable à ressentir. C'est en fait le signal qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, qui est pas au bon moment. C'est plus un besoin de sécurité ou autre chose. Donc c'est vrai que ça, je trouve que c'est important de revenir à ça, et c'est pas facile, encore moins quand on est, le parent de l'enfant en question, parce que, on peut être dans ses filtres, dans son rythme, dans ses propres émotions, en fait. Donc ça, je crois que c'est important de revenir sur les besoins, de quoi ça parle. Essayer d'écouter ce qui peut se dire, ce qui peut se traduire par l'émotionnel. Et là aussi, les terrains sont pas les Sont mêmes pas selon les mêmes. enfants. Bien sûr. Question de tempérament, quoi, hein, je sais pas si, je sais pas si je te l'avais partagé, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle, Guide naturo enfant, spécial enfant, enfin guide naturo spécial enfant, plus exactement. Je parle des tempéraments dedans qu'on connaît bien nous en naturopathie. On parle des tempéraments lymphatiques, sanguins, bilieux, nerveux, qui sont des grandes typologies, et ça date pas d'hier, puisque c'est notre cher Hippocrate qui parlait déjà de ça à l'époque. Et en fait, un enfant lymphatique, il va avoir besoin d'être contenu, il va avoir besoin de douceur et de lenteur, par exemple. Alors qu'un besoin, un petit bilieux, dès tout petit, bon, bah, faut pas trop le toucher. Il a besoin, lui, de liberté, il a besoin de mouvement, il a besoin c'est moi qui décide. Donc, ça se vit pas de la même manière. Donc ouais, ça, je crois que c'est super important d'y revenir, parce que je trouve qu'on se perd, qu'on veut standardiser beaucoup les choses. Donc vraiment être dans cette écoute individuelle. Donc tu vois, j'ai pas une clé comme ça. C'est plutôt être à l'écoute de ses besoins psychoaffectifs, et la notion de rythme aussi. Je trouve qu'on est dans des rythmes très pressurisés, on veut aller vite.
Ça crée un gros stress aussi chez l'enfant qui peut se répercuter aussi au niveau de l'immunité, de l'immunité ou de la digestion, hein, voilà. Vraiment être dans le respect des besoins vitaux de l'enfant à la base. Revenir à la base, tu vois, Camille? Ouais. C'est-à-dire revenir à la base de qui est l'enfant, quels sont ses besoins biologiques et affectifs. Et en fait, ce qui est magique, c'est que quand on coche ça, il y a besoin de rien d'autre. Mais vraiment, vraiment, vraiment de parents. Alors, j'ai peut-être pas une grosse expérience, ça fait 10 ans que je suis naturo-enfant, mais je peux observer que c'est là que ça fonctionne, quoi. C'est là que ça fonctionne. Pareil pour la nutrition. C'est qui cet enfant? Il a envie de mettre à la bouche, il a besoin d'être diversifié à vraiment à 4 mois, on est sûr? Ou est-ce qu'il Mmh. manifeste un intérêt, tu vois? Il le Il le montre, en fait, montre, il est prêt. tout son Quand corps. ses enzymes, elles sont prêtes, il a envie de goûter. Quand sa motricité est prête à coordonner le main-bouche, c'est là que j'ai besoin de manger. Ça se passe par l'observation de ces rythmes Ouais. et en fait, bah là, ça fonctionne. Ils ont tellement à nous dire juste dans leur Ouais, façon d'être. ouais, Je trouve que c'est tout ça. simplement, en fait, si on ouvre les Ouais, yeux, moi, c'est ce qui m'a vraiment, ouais. je dirais, interpellée quand je suis devenue maman. Je me suis dit: «Oh là là, mais comment je vais comprendre mon bébé et tout?» Il te Bah, en dit, fait, tu as juste à le tu juste regarder. Il te dit. exactement, je te rejoins. Et je trouve que, tu vois, en tant que parent, c'est peut-être une étape difficile, c'est quand ils commencent à parler. Puisque là, tu penses qu'ils vont parler et ils vont dire les choses, faux. Ouais, C'est pas parce qu'ils exactement. parlent qu'ils disent les Ouais, choses. Donc je c'est comprends. voilà, C'est ça. l'observation, c'est Ouais. le principal. Mmh. Voilà, et c'est pas toujours évident parce que comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément formé à ça, parce qu'on peut être biaisé par ses propres peurs éducatives, sa propre histoire en tant que parent. Et du coup, c'est là que, ça peut un peu s'imbriquer, être un peu flouté et voilà, donc je crois que ça, c'est super important et puis bien sûr, bah, le sommeil, les rythmes, la nutrition, les fondamentaux. En naturopathie, on a 3 piliers, hein. La Mmh. nutrition, parce que, bah, notre corps, notre matière, elle tombe pas du ciel, elle vient de ce qu'on mange. Tout ça, ça constitue nos tissus, nos organes. Donc la nutrition, le sommeil, les rythmes, et l'émotionnel et le mouvement. Attention, les petits d'aujourd'hui, parfois, sont réprimés dans dans leurs besoins, moteurs. On va parler des pathologies de civilisation et de la sédentarité ici, on pourrait. Mais, voilà, déjà, je pense revenir à la base, tu vois? Vraiment revenir à la base. Donc c'est pas très spécifique, hein, ce que je vous propose. Non, mais non, non, mais je trouve que c'est important de le rappeler, tu vois? Moi, je vais te donner un autre exemple de ma vie du quotidien. Maman, j'ai mal au ventre, maman, j'ai mal à Ouais, la tête, maman, j'ai ci, maman, j'ai ça. Un gros câlin. Est-ce que ça va mieux? Ah oui, ça va ouais, mieux. Et je trouve que c'est aussi, pour nous, parce qu'on se fait énormément de soucis en tant que ouais, parents, bah, c'est aussi très ouais, important de rappeler que, bah, c'est le premier médicament, ouais, hein, tout et à puis fait. après on voit, Ouais, comment ça évolue, ouais. quoi. Donc c'est important de rappeler que finalement les choses sont relativement C'est simples, ça, quoi. Et c'est complètement. pas la peine d'aller chercher, Mmh. des aliments, il y a des milliers de kilomètres, de la Ouais, gémo hyper précise comme tu exact. disais tout à Ouais, l'heure. Pas du tout, en fait, ouais, ça peut être beaucoup plus simple. ouais, et c'est là que ça Donc oui, fonctionne et c'est là que et ça c'est là que ça fonctionne. fonctionne. Ouais, le mieux en tout cas. Bon. Mmh. Tu veux rebondir, Mélanie? J'avais juste, en idée aussi qui me passait, de mentionner, c'était, la notion de cadre. Parce que c'est vrai que, parfois on l'oublie ou parfois il est pas bien posé. Un enfant a quand même besoin de cadre pour être rassuré. Et ça pose aussi, ce soutien, des besoins, vitaux essentiels de l'enfant, de pouvoir, bah, voilà, avoir ce cadre qui le rassure aussi, et de revenir bien sûr dans cette simplicité. Mais, bah, on entend parfois, les gens confondent l'éducation bienveillante et avec, Mmh. une absence de cadre, et je trouve que voilà, ça me venait là, de me dire, bah, pour soutenir tout ça, ça peut être intéressant aussi de que l'enfant, sache qu'il a ce cadre pour être rassuré. Ouais. L'absence de cadre n'est absolument pas bienveillante puisque c'est ce qu'ils recherchent et ce dont ils ont besoin. Ouais, et puis en termes du coup de rythme, de sommeil, d'alimentation, enfin tout ça, ça nécessite un cadre, et ils le recherchent souvent ce cadre-là ils le testent. Mais pour la bonne raison, c'est qu'ils en ont besoin ils ont besoin de se rassurer s'ils le cherchent comme ça. Et d'après vos expériences, au regard de vos consultations, de vos petits clients, quels sont les défis aujourd'hui auxquels les parents sont le plus confrontés? Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile, dans notre société quand on veut faire grandir un enfant en pleine santé aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans une société qui est
finalement où on est de plus en plus déconnecté, à la fois très connecté, on a la 5G, on a l'IA, on a les écrans à gogo, tout ça et déconnectés de nous-mêmes. le problème, c'est que ça nous déconnecte et de nous-mêmes et de la nature et du lien entre nous et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus difficile, le plus grand défi, des parents d'aujourd'hui et que tout ça, ça génère finalement beaucoup de stress. On a aussi un rapport au temps qui est un peu modifié par tous ces moyens, technologiques. Le temps d'avant, je pense qu'il était différent, plus ancré dans la matière, plus rythmé par, la nature aussi. Enfin, et du coup, ben, c'est un défi, non négligeable d'aujourd'hui et après, ben, ça génère d'autres choses. C'est que, ben, on a parlé, hein, troubles de l'attention, hyperactivité, des choses comme ça, qui est gestion du stress, gestion des émotions, c'est des sujets qui sont directement liés à tout ça et puis, ben, aussi par rapport à notre environnement qui est aussi de plus en plus, toxique, sans faire un tableau très noir du monde d'aujourd'hui, mais on a quand même eu pas mal de scandales. On parle des pollutions, des PFAS, du cadmium récemment. On a eu, beaucoup de, il y a eu la loi du plomb avec, les pesticides qui sont, enfin certains pesticides sont réautorisés. Il y a eu quand même, aussi beaucoup de rappels de produits, notamment les laits infantiles en début d'année. Toutes ces choses-là nous interrogent et nous sur, voilà le niveau de toxique auquel les enfants sont confrontés et du coup, ben, c'est des enjeux, voilà, d'autant plus importants en consultation aussi de quelles sont les habitudes de vie de l'enfant et de sa famille, quelles sont ses habitudes alimentaires, pour, aider le parent à naviguer, face à Oui. tout ça, quoi. Et sur la toxicité, les enfants sont pas protégés comme nous les adultes en plus, donc il y a aussi ça, hein. Et c'est important de comprendre effectivement que l'enfant, il est, un public très, très sensible et très poreux à l'environnement, sur tous les plans d'ailleurs, effectivement. Donc il est moins bien équipé parce qu'il est immature, du point de vue, hépatique, du point de vue rénal, du point de vue digestif, du point de vue de la peau, il absorbe plus à travers la peau. Enfin voilà, sur tous les aspects. Ouais. Et du coup, non seulement il va plus vite s'intoxiquer, et en plus, ces facteurs environnementaux peuvent jouer sur la méthylation des gènes. Donc c'est là que ça peut aussi coder pour certaines pathologies ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment beaucoup d'études qui montrent ça. Donc important de s'en protéger. Et je crois que ce que tu dis, Mélanie, ici, ça revient vraiment au principe phare de la naturopathie de manière globale. Et c'est pour ça que je pense que c'est tellement adapté à l'enfant. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de plus en plus avec ces technicités qui peuvent avoir du bon, hein, pour autant. On s'éloigne de plus en plus de notre propre nature profonde. Mais rien que l'électricité, hein, vous voyez, c'est quand on y réfléchit. Oui, oui. On n'aurait pas l'électricité. Bah, du coup, on se coucherait beaucoup plus tôt. On vivrait avec les saisons et on mangerait peut-être pas aussi tard. Les enfants mangeraient peut-être pas aussi tard que voilà. Tout serait différent et notre biologie, en fait, elle s'est adaptée au fur et à mesure des millénaires à notre évolution. Et là, on est depuis, allez, 150 ans, dans une propulsion, ça va très très vite, ces changements environnementaux avec les technologies, avec les sols, voilà. Mais notre physiologie, elle suit pas autant, quoi. Voilà. Donc notre temps adaptatif, biologique, il est plus lent que notre adaptation technologique, en fin de compte. Et ça, c'est sans compter les dernières années et ce que nous vivons aujourd'hui. On est d'accord. Et ça va de plus en plus vite. Donc, je crois que ça, c'est super important de revenir encore une fois à la base, reparler de l'environnement naturel, d'alimentation bio qui devrait être la base. En fait, biologique, c'est naturel, hein. C'est pas, on devrait estampiller ce qui n'est pas bio avec un label et pas avoir de label bio, finalement. On est complètement inversé. Mais ouais, et revenir sur ses rythmes, sur ses besoins, sur le temps ensemble, des choses simples, prendre le temps, comme tu dis. Ouais, je te rejoins complètement, moi, Mélanie, par rapport à tout ça. Tout à l'heure, en introduction, j'ai parlé de l'association Naturopathie Enfants, dans laquelle vous êtes toutes les deux très impliquées. Toi, Nina, en tant que présidente et fondatrice, et puis toi, Mélanie, en tant que trésorière. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot, nous présenter l'association, sa mission et nous en parler rapidement? En fait, cette association, elle a émergé avec cette envie d'œuvrer dans un collectif. Là, on va parler du vivant aussi. Je pense que c'est en étant dans un écosystème, hein, le vivant, il propulse, il pulse par cette vision écosystémique, quoi. Voilà, d'être à plusieurs et d'œuvrer. On va beaucoup plus
peut-être pas beaucoup plus vite, mais beaucoup plus loin à œuvrer ensemble. Donc l'idée, c'était vraiment de monter un collectif pour porter la voix de la naturopathie de l'enfant. Donc la mission première, c'est de promouvoir et sensibiliser à ce que c'est, tout comme tu nous l'offres aujourd'hui. Et encore merci Camille de nous permettre de porter la voix de la naturopathie de l'enfant, comprendre ce que c'est et comment ça peut prendre sa place pleinement, comment ça peut rayonner en étant à sa juste place. On a bien vu que c'est pas du tout remplacer de la médecine par de la bobologie verte. Non. C'est comment on soutient ce capital santé. Essayer de s'intégrer, en fait, dans une santé intégrative de l'enfant, ce serait super. Et c'est le projet. Donc, c'est avant tout de sensibiliser le grand public, les parents, les éducateurs, le professionnel, autour de ça. Moi, je peux faire des formations en crèche et évidemment, moi, je forme en naturopathie de l'enfant aussi, mais aussi faire des ateliers. Donc, ça va passer par différentes actions. On fait des conférences, bon, pas là comme avec toi aujourd'hui, podcast. On assiste aussi à des salons autour de la petite enfance. Là, récemment, on était acteur du village petite enfance à Aix-en-Provence. On a un projet national aussi pour porter la voix de l'enfant au sein d'un salon de l'enfant. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'œuvrer. On a rédigé des articles aussi pour différents magazines, qui soient professionnels ou grand public. Donc voilà, l'idée c'est de porter la voix de l'enfant à travers différentes actions, rédaction d'articles, podcasts, vidéos, conférences, salons, etc. C'est vraiment ça, et que ça puisse même infuser au-delà du grand public et du professionnel de l'enfance, etc. et médical, que ça puisse aussi se propager même au niveau des institutions publiques. On aimerait tellement arriver à ça, à faire bouger les choses. Pourquoi pas avoir un programme après préparation grossesse, comme tu le disais tout à l'heure, quels sont les besoins fondamentaux de l'enfant, c'est quoi la nutrition de l'enfant, comment s'encodent ses cycles de sommeil, à quel âge. Bon, voilà. Donc ça, c'est le premier plan. Et l'autre, c'est de structurer aussi, dans ce même essor, qu'est-ce que c'est que la naturopathie enfant. On parlait de structure et de cadre. Tiens, c'est chouette, Mélanie, ça me permet de faire renvoi aussi ici. Le vivant, c'est aussi de la structure. Hein. Quand on observe la biologie des espèces, il y a beaucoup de structure dans tout ça. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un cadre, puisque la naturopathie en France, en tout cas, puisqu'elle est reconnue, tu nous l'as dit, par l'OMS, c'est reconnu par le Parlement. Il y a des pays européens qui ont légiféré sur la naturopathie. Nous, en France, on est un peu en retard. On a un vide juridique. Structuré, du coup, aussi cette spécialisation en créant un annuaire, un référencement aussi de praticiens qui sont engagés dans l'association, qui est une bonne formation de base, donc qui ont 1200 heures en naturopathie. En fait, c'est la norme AFNOR là qui est en train de passer par rapport à ça. Donc, sécuriser aussi la spécialisation, parce que comme dans toute profession, on peut avoir aussi un petit peu de tout quand c'est pas légiféré. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on s'est posé beaucoup de questions au démarrage quand on a construit notre asso, on a posé le règlement intérieur avec cette envie, pour prendre une bonne place dans le champ de la naturopathie et de la santé intégrative de l'enfant, d'être dans une bonne posture aussi. Donc l'idée, c'est de structurer ça avec des partenariats avec la FNAT, par exemple, avec l'OMNES aussi, qui œuvre pour la reconnaissance de notre profession, et sécuriser avant tout la pratique pour nos petits consultants et les familles, éviter les dérives, quoi. Voilà, comme malheureusement, on peut le voir dans notre profession, ça arrive. Donc c'est le deuxième plan. Mais le premier plan, c'est surtout sensibiliser, promouvoir la nature enfant de manière globale, quoi, partout. J'ai plusieurs épisodes sur ce sujet, que ce soit les dérives ou la reconnaissance de la naturopathie, tout ça, effectivement, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc, bravo pour ce que vous faites à travers cette association. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange passionnant. Je suis sûre qu'il trouvera son public. J'espère qu'il aidera les parents à s'y retrouver, et en tout cas les incitera à consulter les naturopathes en amont, à titre préventif, avant que les petits ne crient le besoin d'un naturopathe. Ouais, merci beaucoup Camille pour l'espace que tu nous as offert aujourd'hui, de pouvoir porter vraiment la voix de l'enfant et nos convictions. C'est précieux, voilà, pour nous, pour nos cœurs, et c'est très chouette. Merci mille fois. Oui, merci beaucoup Camille. C'était vraiment chouette de pouvoir partager toutes les trois autour de ce sujet qui nous touche toutes les trois, je crois. Et donc un grand merci à toi pour ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bientôt.
Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.